Alors aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de l'histoire des arts, essayer de faire l'analyse d'un tableau, à savoir ici le tableau qui s'intitule La guerre, peint par Otto Dix. Alors ce tableau a été réalisé entre 1929 et 1932, il est aujourd'hui conservé en Allemagne à Dresde, au Stadtmuseum, et c'est un tableau en trois parties, on appelle ça un triptyque, une peinture sur bois qui mesure 204 cm sur 204 cm, et l'auteur, donc, ici, c'est un Allemand qui s'appelle Otto Dix, hein, qui est un peintre allemand. Donc, en 1910, il intègre l'école des arts décoratifs de Dresde. Il est encore étudiant quand la guerre éclate en 1914. Il s'engage comme volontaire dans l'artillerie de campagne. En 1915, il participe aux campagnes de Champagne, Somme et de la Russie, batailles pendant lesquelles il est blessé plusieurs fois. Après la Première Guerre mondiale, il devient professeur d'art. Considéré comme un artiste dégénéré par le régime nazi, il sera l'un des premiers professeurs envoyés et persécutés. Certaines de ses œuvres seront brûlées par les nazis. Pour protéger ses toiles, il devra les cacher. Son travail est né dans l'entre-deux-guerres, entre 1920 et 1940, période où l'Allemagne connaît un climat politique et économique difficile, notamment à cause de la montée du chômage et aussi à l'arrivée des partis politiques extrémistes. Il est enrôlé de force dans l'armée et sert sur le front de l'Ouest durant la Seconde Guerre mondiale. Il est fait prisonnier en Alsace, près de Colmar, par l'armée française. Traumatisé par cette guerre, par ces deux guerres plutôt, il se consacre ensuite jusqu'à sa mort à son art. Alors ce tableau s'inspire notamment d'un retable ancien, le retable d'Isenheim. Alors un retable, c'est une peinture notamment religieuse. Ce retable est visible aujourd'hui au musée de Colmar, en Alsace. C'est un tableau du XVIe siècle de Matthias Grunewald, hein, donc notamment pour la partie haute, hein, au niveau de son inspiration. Pour la partie basse du tableau d'Otto Dix, il s'inspire d'une autre peinture, elle aussi très ancienne, du XVIe siècle, d'un peintre allemand qui s'appelle Hans Holbein, et le tableau s'intitule Le Christ mort. Il a été peint en 1521. Alors le thème abordé ici évidemment est la Première Guerre mondiale, puisque Otto Dix a été un soldat de l'armée allemande, mais il a été évidemment traumatisé par cette expérience. Alors je vous lis un petit extrait de ce que dit Otto Dix sur son engagement militaire. Il me fallait cette expérience. Comment quelqu'un situé juste à côté de moi pouvait tomber tout à coup et disparaître? Il me fallait l'expérimenter dans les moindres détails. Je le désirais, je ne suis pas un pacifiste, ou le suis-je? Juste quelqu'un qui se pose des questions. Je voulais tout voir de mes yeux, je suis un réaliste qui doit voir par lui-même pour avoir confirmation que cela se passe comme cela. Je dois expérimenter tous les abysses de la vie, c'est pour cela que je me suis engagé comme volontaire. Alors ici, ce tableau s'inscrit dans un contexte historique et social assez mouvementé. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, le climat politique est assez difficile avec plusieurs tentatives de coup d'État qui ont avorté. De plus, en 1929, lorsque Otto Dix débute son œuvre, le krach boursier de New York vient d'éclater. Cette crise économique se propage très rapidement en Allemagne et provoque de nombreuses faillites d'entreprises et une montée importante du chômage. Le contexte artistique ici, hein, Otto Dix appartient au mouvement expressionniste allemand. C'est un mouvement artistique qui est né en Europe du Nord, et plus particulièrement en Allemagne, au début du XXe siècle. Le but du peintre expressionniste est de déformer la réalité pour provoquer une réaction émotionnelle chez le spectateur. Les représentations expressionnistes sont souvent basées sur des visions angoissantes. Les expressionnistes ont une vision assez pessimiste de leur époque, de l'avenir, car ils sont hantés par la Première Guerre mondiale. Les couleurs utilisées par les expressionnistes sont souvent froides et sombres. Alors si on essaie de décrire maintenant un petit peu l'œuvre, hein, ce qu'on voit ici du tableau, on voit déjà un paysage apocalyptique où un soldat, le visage recouvert d'un masque à gaz, demeure seul vivant dans une tranchée effondrée, près d'un abri renversé. On y voit aussi des cadavres qui achèvent de pourrir, alors qu'un squelette est demeuré accroché à la branche d'un arbre. À la droite du tableau, on voit la dépouille d'un soldat criblé de balles et rongé par la vermine. On a une absence totale de végétation et quasiment aucune trace de vie. Sur les panneaux latéraux figure notamment à gauche, hein, le départ vers le front et le retour de deux blessés, qu'on voit notamment ici sur
le côté droit du tableau, le fameux triptyque. Sur la prédelle, alors la prédelle c'est la partie basse ici du triptyque, on voit des dormeurs ou des cadavres qui sont allongés sur une toile de tente. Alors que peut-on dire maintenant des couleurs utilisées et la lumière de ce tableau? Au niveau des lignes, rien n'est ordonné, tout n'est que désordre, débris de chair et de vie. Même la perspective est chamboulée par cette guerre. Au niveau des couleurs et des lumières, ce sont des couleurs relativement assez froides, relativement assez sombres, du gris, du marron, de l'ocre, et une certaine lumière assez blafarde. Alors si maintenant on essaye d'interpréter cette œuvre, de voir les buts et les intentions de l'auteur, ce que je comprends un peu de ce tableau, ici on voit bien que l'auteur fait passer un message en fait à travers ce tableau. Il dénonce la Première Guerre mondiale et ses atrocités, il dénonce la déshumanisation de la guerre à travers le soldat au masque à gaz, dont on ne voit même pas le visage et les yeux. Il est tenté par cette guerre à laquelle il a participé en tant que combattant, volontaire à 24 ans, alors qu'il est au fond de lui-même véritablement pacifiste. Il se battra sur le front de la Somme et ensuite notamment sur le front de l'Est. Alors que pour dire du caractère un petit peu de l'auteur, lorsqu'on voit son œuvre, on s'aperçoit quand même qu'il est relativement traumatisé par cette guerre. Il a été blessé plusieurs fois d'ailleurs. Il montre qu'il passe par la souffrance et a l'air d'en rire. Les détails qui sont peints sont presque à vomir. On voit des entrailles de soldats morts. Au premier tout l'héroïsme du combattant. Au contraire, il dénonce la sauvagerie destructrice de la guerre et ses effets destructeurs sur l'homme, la nature et le patrimoine. Alors à qui est destinée cette œuvre? Cette œuvre est tout simplement destinée à une personne en particulier, elle n'est pas destinée à une personne en particulier, mais elle est là comme un témoignage pour faire prendre conscience aux spectateurs des horreurs et des atrocités que provoque une guerre, la guerre en général. Elle est aussi un rappel contre l'oubli à l'approche des tensions à venir avec la future arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, qui ne vante qu'une chose, c'est-à-dire le retour et une reprise d'une guerre, notamment pour récupérer les territoires perdus. Ici, Autodix montre bien que la guerre n'est pas quelque chose de positif, mais au contraire quelque chose d'assez traumatisant, et qu'il n'y a rien à trouver ou rien à recueillir d'une période de guerre. Au contraire. Donc ici, c'est donc évidemment une attaque placée contre toutes les idées de la politique des nazis qui arrivent au pouvoir donc en 1933, en sachant que ici, ce tableau qui date de 1929, en tout cas qui a été fait en plusieurs étapes entre 1929 et 1932, est véritablement une prise de conscience, essayer de faire réveiller le peuple allemand sur ce parti politique qui ne cesse de prendre de l'importance en Allemagne et qui appelle en fait à réouvrir un combat violent. Voilà, donc c'est une dénonciation, une fois encore, de la Première Guerre mondiale et aussi une dénonciation donc, de ce parti politique aux commandes et aux mains d'Adolf Hitler qui promet cette guerre. Voilà pour l'analyse de ce tableau. Vous pourrez retrouver ces documents sur le blog Le SAV de la salle 16 et à très bientôt.